Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la promotion de l'engagement des salariés. Je suis Olivier Dupetit, responsable de l'ingénierie sociale au CIC Sud-Ouest et j'ai le plaisir d'être accompagné d'Anne Pitot, avocat associé en droit social au cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Partons tout de suite sur notre sujet du jour avec une petite salve de questions. Anne, promouvoir l'engagement, de quoi parle-t-on, pour qui et pourquoi ? Oui, merci Olivier. L'engagement des salariés varie selon les pays et les cultures. L'engagement a d'abord signifié mettre en gage et chez Montaigne, engager signifiait faire entrer dans une situation contraignante. Nous l'envisageons aujourd'hui, cet engagement, comme le fait pour un collaborateur, de se mettre en action au sein d'une entreprise, en l'occurrence son employeur. Et ce n'est pas une mince affaire. On parle de crise de l'engagement qui a été mise en lumière par différentes études et notamment une étude de l'Institut Gallup de 2017 selon laquelle seuls 6% des salariés se disaient engagés. L'idée aujourd'hui, c'est de considérer que les salariés ne sont pas intéressés que par le montant en bas de leur bulletin de paie, mais à tout ce que peut leur apporter leur entreprise. Le sujet est vaste et le champ des possibles est tellement large que nous n'en aborderons que quelques-uns aujourd'hui, que nous souhaitons au plus proche des réalités à l'ère Covid. Et c'est vrai, Anne, qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. L'ensemble de ces éléments constitutifs de la rémunération, qu'ils soient catégoriels ou collectifs, sont malheureusement trop souvent oubliés, voire négligés, dans la rétribution de l'engagement souhaité de ses collaborateurs. Si je te dis, Anne, que Microsoft a publié récemment une étude sur le pourcentage de collaborateurs pleinement investis, alors certes aux USA, mais on va considérer que c'est valable aussi chez nous, sauras-tu m'en donner le pourcentage, d'après toi? Un tiers? La moitié? Deux tiers? Je dirais un tiers. Tu dirais un tiers, et effectivement, oui, tu as parfaitement raison. Seul un tiers des salariés seraient pleinement investis dans leur mission. On parle de collaborateurs qui aiment les défis, qui ont le sentiment d'accomplissement au travail et ont l'habitude d'en faire plus pour leurs collègues et pour leur employeur. En conséquence de quoi, deux tiers d'entre eux viennent juste rechercher une rémunération en contrepartie de la réalisation d'une tâche. Pire même, n'oublions pas qu'un collaborateur totalement démotivé peut même coûter plus cher à son employeur qu'il ne lui rapporte. Alors Anne, tes interlocuteurs, en ont-ils conscience? Quels sont leurs principaux besoins? Quelles sont leurs principales attentes et interrogations qu'ils peuvent partager avec toi en ces temps de Covid? Oui, alors mes clients des entreprises ont besoin d'attirer et de fidéliser des talents. Attirer et fidéliser avec un package de contrepartie et un projet d'entreprise. Pour cela, mes clients doivent déployer des efforts considérables en termes de recrutement, œuvrer quotidiennement pour alimenter la motivation de leurs salariés pendant l'exécution du contrat de travail afin de ne pas les laisser partir à la concurrence. La rémunération, c'est un peu une fusée à plusieurs étages, comme vous pouvez le constater sur ce slide, avec à la base la rémunération fixe, les salaires de base, les primes d'ancienneté, les avantages conventionnels. Ensuite, quand on monte, on a la rémunération variable qui rémunère la performance individuelle ou collective des salariés, faite de commissions, de primes exceptionnelles, d'attributions gratuites d'actions, de stock options, et on retrouve également l'actionnariat direct. Troisième étage de la fusée, l'épargne salariale, dont vous êtes le spécialiste, Olivier. Quand on sait que seuls 16% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d'épargne salariale, ça vous laisse un champ de possibles encore important. S'agissant de l'intéressement, c'est le cas seulement de 20% des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35% des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés. Quand on monte un petit peu plus, eh bien, on a les avantages sociaux liés à la santé, à la retraite. Voici rapidement présenté l'ensemble des éléments de rémunération proposés aux collaborateurs. Et toi, Olivier, quelles sont les attentes de tes clients? Alors, je dirais presque les remonter face à ces attentes, puisque les attentes, bien évidemment, on va les partager. En premier lieu, le grand classique. Ce n'est que pour les grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, j'en ai pas les moyens.
Et en plus, c'est très compliqué. Alors pour moi, c'est un préjugé qui est totalement faux, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, je dirais que quelle que soit la taille de l'entreprise, l'engagement de tous est indispensable. Que l'on soit constructeur automobile ou qu'on soit un simple concessionnaire ou agent de la marque, euh, ce besoin d'engagement concerne tout le monde. Et j'aime rappeler cette citation que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors ensuite, ces dispositifs, loi de finances après loi de finances, favorisent les PME. Pour preuve, la disparition totale du forfait social pour les moins de 50 salariés et même jusqu'à 249 salariés pour les accords d'intéressement. Enfin, ces dispositifs sont auto-ajustables en fonction de l'atteinte ou non d'objectifs déterminés. C'est dans la définition de ces objectifs que tout va se jouer. Les problèmes et les attentes de mon constructeur automobile ne sont bien évidemment pas les mêmes que ceux de ma concession. Et pourtant, la finalité reste identique, ça va être d'améliorer leur performance. Pour terminer, j'aime à faire remarquer que trop souvent, on se focalise dans ces dispositifs sur une redistribution de richesses, oubliant même qu'on peut les asseoir sur des critères qualitatifs et ou quantitatifs, autres que purement comptables, en vue de conforter, voire retrouver, en ces périodes compliquées, une rentabilité qui peut, dans certains cas, être en berne. Le deal est posé, on joue gagnant-gagnant, et à titre d'exemple, dans une entreprise de transport, est-il selon toi préférable de communiquer sur ton EBITDA, ton EBE, ton résultat d'exploitation ou d'autres soldes intermédiaires de gestion, plutôt que sur la consommation moyenne de gazole avec tes chauffeurs? Bien que ce soit dans l'air du temps, tout ça ne me semble cependant pas spécialement novateur et j'aimerais te faire remonter dans le passé une époque où la télé était en noir et blanc, sans télécommande, bref, la préhistoire selon nos enfants. Je te laisse apprécier ces propos tenus en décembre 1948 par le général de Gaulle et qui me semblent ô combien d'actualité. Pour en prendre quelques parties, c'est dans cette entreprise, c'est dans l'entreprise que les travailleurs, les capitalistes et les dirigeants collaborent d'une manière pratique. Cette association aura pour effet de pousser tous les producteurs ensemble à améliorer la productivité et le rendement. Combien cette phrase me semble encore d'actualité? Alors savais-tu que l'on peut également associer les dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat? D'ailleurs, on peut constater également à travers la fiscalité et la communication forte du gouvernement la volonté clairement affichée de pousser cette stratégie qui, en outre, aura l'avantage de renforcer la structure bilancielle des entreprises. Quel effet booster en termes de motivation quand le fruit de son engagement se traduit, en outre, par la distribution de dividendes ou la réalisation de plus-values? Oui, c'est vrai que l'actionnariat a le vent en poupe. Et depuis la loi Pacte, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le forfait social a été abaissé de 10% au lieu de 20% auparavant pour les abondements de l'employeur lorsque le salarié investit dans les produits d'actionnariat salarié. L'employeur peut abonder unilatéralement un support d'investissement en actionnariat salarié dans un PEE. L'obligation pour un employé d'effectuer un versement est supprimée. S'agissant des attributions gratuites d'actions, ce qui me semble important de relever, c'est la nécessité d'élaborer préalablement une documentation particulièrement soignée. Un testament ne fait pas mourir, un contrat de mariage ne fait pas divorcer, un pacte d'associés et des statuts ne font que permettre une sortie de l'actionnariat de façon facile et efficace dès lors que la rédaction de cette documentation est claire. Il est vrai que notre connaissance des sujets contentieux nous permet d'anticiper des sujets de blocage ou de les traiter en amont. Les entreprises veulent faire des salariés des parties prenantes des bénéfices et des risques de l'entreprise, de sorte que les salariés ne font pas que semer, ils vont également à un moment donné récolter de façon collective le fruit de leur travail et de leur investissement. Ces dispositifs traduisent également un avantage fiscal et social non négligeable. L'action gratuite fait partie des dispositifs les plus attractifs en termes de fiscalité à ce jour. Donc 3 moments clés sont à bien verrouiller, bien valider en amont.
le moment de la décision d'attribution des actions, le moment de la date d'acquisition et le moment de la date de conservation minimum. Comme je vous l'indiquais, plusieurs problématiques juridiques sont à anticiper, et notamment à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié, de sorte qu'il faudra prévoir en amont dans la documentation ce type d'hypothèse pour éviter toute difficulté au moment de la sortie du collaborateur. Alors Anne, peut-on retarder la date d'exercice de ces options d'achat afin de bénéficier de l'abattement pour la durée de détention? Oui, là, il y a deux problématiques principales, l'une juridique, l'autre sociale, et il y a une troisième problématique liée à une éventuelle transaction. Encore une fois, les solutions se trouvent et sont susceptibles d'être anticipées dans le rédactionnel des statuts des pactes d'associés. Cette exigence de clarté rédactionnelle s'applique dans le dispositif d'attribution gratuite d'actions, mais également dans le dispositif de BSPCE. Anne, d'après toi et ton retour d'expérience, quels autres sujets résultant de cette crise que nous vivons? D'autres sujets qui impactent la notion d'engagement des salariés, que nous avons vu de façon assez criante en mai l'année dernière, c'est la problématique rencontrée au regard du stock des congés payés au 31 mai. Comment les entreprises ont-elles géré le sujet? Eh bien, tout simplement par le dialogue social et des accords collectifs sur mesure. Vous le savez tous, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en France officiellement le 23 mars 2020. Pour faire face à cette épidémie de Covid-19, plusieurs ordonnances ont été prises en application de cette loi, notamment des mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos. Et dès le 27 mars, nous rédigions des accords collectifs pour déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur pouvait imposer la prise de congés payés dans les limites de 6 jours maximum par salarié et la modification unilatérale des dates de prise de congés payés. Tout ça en perspective avec le maintien de l'engagement des collaborateurs. Olivier, j'aimerais maintenant qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à la situation et puis qu'on se mette en perspective avec l'avenir. Comment abordes-tu le sujet de la retraite avec tes clients entreprises? Eh bien, tu viens de me préparer le terrain, bien évidemment en commençant par les congés. Ça peut paraître surprenant, mais nous sommes sur l'échéance de fin mai, incessamment, sous peu, et je constate aujourd'hui des comptes épargne-temps officieux avec, pour certains collaborateurs, des stocks qui se sont fortement accrus et généralisés pour les raisons que l'on connaît, de multiples arrêts, chômage partiel, garde d'enfants, cas contact, etc., qui ont fait que un grand nombre parmi nous n'ont pas pu prendre la totalité de leur congé. Alors la question se pose en ces termes, c'est comment relancer la machine si je dois tous les purger avant le 31 mai qui est, encore une fois, dans quelques jours. Pour ma part, je pense qu'on peut joindre le nécessaire à l'indispensable, si je puis dire. D'abord le nécessaire parce que pour l'employeur, il va falloir conserver les collaborateurs au travail, mais comment maintenir leur engagement si ça se traduit par la suppression de leur congé? Ensuite, c'est indispensable parce que la réforme des retraites, certes suspendue, va très vite revenir sur la table et de façon plus criante au regard des manques à gagner résultant de l'absence de cotisation et qui va certainement pas jouer en faveur des futures retraites. Les dispositifs PERO, les ECLES article 83, les PERECO, les ex-PERCO permettent d'absorber jusqu'à 10 jours par an et par salarié en exonération d'impôt sur le revenu et en franchise partielle de charges sociales, tant patronales que salariales. C'est la solution qui me semble donc optimale pour les deux parties que sont l'employeur et ses salariés. J'aimerais citer un chef d'entreprise qui m'a développé cette philosophie, et là encore je vais ouvrir les guillemets, il me disait: quand je vais prendre ma retraite, je continuerai à bénéficier du fruit de l'engagement de mes collaborateurs à travers de la distribution de dividendes, des plus-values de cession, alors qu'eux-mêmes, qu'en retireront-ils? Ils auront l'Agir, l'ARCO, régime de base, etc. Mais au titre de leur engagement passé, ils n'en retireront plus rien.
Donc, dans la mesure de mes moyens, selon les années, je souhaite pouvoir les accompagner, puisque de toute façon, j'en tirerai également un bénéfice au niveau de l'entreprise. Alors, on a vu pas mal de choses aujourd'hui, et on pourrait tenir encore longtemps, mais je crois que le temps court et que le temps qui nous est imparti est limité. Y a-t-il, selon toi, un autre point qui semble important de soulever aujourd'hui? Oui, ce que je peux soulever aujourd'hui, Olivier, ce que j'observe régulièrement dans les audits que je réalise lors de sessions ou de prises de participation de fonds d'investissement, c'est que les entreprises n'anticipent pas systématiquement les effets de la pyramide des âges sur les indemnités de fin de carrière. Le volume que représentent ces indemnités a nécessairement un impact sur la trésorerie, étant précisé que parfois elles sont augmentées de demandes supralégales des collaborateurs. Eh oui, le comptable avant le social, encore et toujours. Exactement. Olivier, j'aimerais qu'on revienne au sujet des composantes de la rémunération, la fameuse fusée à plusieurs étages qui permet de nourrir l'engagement des salariés. Penses-tu que les salariés connaissent véritablement l'ensemble des contreparties dont ils bénéficient? Alors clairement, la réponse est non. L'absence de communication est flagrante. Et j'aime rappeler le syndrome d'Ori, le syndrome du poisson rouge, développé par un DRH que je connais bien et qui se reconnaîtra s'il est parmi nous. C'est pas très académique, mais ô combien réaliste. Et il m'affirmait, en tant qu'individu, dès lors que j'ai perçu un avantage et que j'ai fait le tour de mon bocal, je l'ai oublié et il en perd ses effets. Pire même, je serais tenté de voir le petit avantage de mon voisin en négligeant pleinement tous ceux dont je suis actuellement bénéficiaire. Mettre en place, c'est bien. Promouvoir, c'est mieux. Alors, un seul mot d'ordre, communiquer, et communiquer de façon claire et vulgarisée. Il faut s'adresser à tout le monde. Donc le faire de façon formelle pour ceux qui le peuvent, à travers le bulletin social individuel, ou informel pour tout le monde, pour les autres, via des réunions de formation, des réunions d'information, et ce, à diverses occasions. Bien évidemment à l'embauche d'un collaborateur, lors de campagnes de versement d'épargne salariale, lors d'entretiens annuels ou encore de réunions d'équipe. Et toi, Anne, quelle est ta vision du sujet, sachant que tu as une vision assez large du monde de l'entreprise, compte tenu tout d'abord du cabinet dans lequel tu exerces et tu es associé, mais également compte tenu de ta très prochaine certification en coach en entreprise? Oui, Olivier, je crois profondément à la nécessité d'avoir une pensée systémique du statut de salarié collaborateur. Je m'explique. C'est une façon d'aborder la relation professionnelle avec une notion d'interdisciplinarité et d'interdépendance. Certes, les salariés bénéficient, en contrepartie de leur engagement, de leur travail, d'avantages directs, indirects, avantages présents, futurs, certains, incertains, acquis en cours d'acquisition, fixes, variables, reconductibles, ajustables, soumis à des règles sociales et fiscales en mouvement permanent. Selon moi, la formation professionnelle est une composante de ces contreparties. Elle permet aux salariés d'acquérir des compétences, tout d'abord savoir-faire, de monter en compétences en améliorant leur performance opérationnelle et d'acquérir également un savoir-être par notamment la formation en soft skills. Ces formations sont le terreau de la qualité des entreprises. De cette façon, les entreprises satisfont à leurs obligations en matière de formation des salariés et les salariés sont en permanence connectés avec l'idée de progression et de progrès au sein de l'entreprise. J'aime citer Henry Ford selon lequel ce qui n'apparaît pas au bilan d'une entreprise, sa réputation et ses hommes. Merci Anne pour cette citation ô combien réelle et réaliste et qui met le hors-bilan sur le devant de la scène. Anne, je crois que le temps nous est définitivement compté. Merci beaucoup pour ta présence, pour tes propos. Je remercie également tous les participants à ce webinaire et vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci Olivier, au revoir. Au revoir.